Et je pense que le poids que cela a fait peser sur Ashton, c'est assez naturel de prendre du recul quand quelqu'un s'accroche de trop près. Demi Moore a passé 45 ans à protéger son image hollywoodienne. Le sourire parfait, l'ex-femme gracieuse, la star qui a encaissé tous les coups en silence. Puis, elle a fait sa dernière apparition et le masque est finalement tombé. Elle a nommé le producteur qui l'a hantée pendant 30 ans. Elle a parlé du mariage libre qu'elle n'a jamais désiré. Elle a évoqué la nuit où sa propre fille l'a vue s'effondrer sur le sol et ses propos sur Ashton Kutcher ont plongé la salle dans un silence de plomb. À 63 ans, celle que tout le monde croyait finie a décidé de révéler toute l'histoire. Et personne n'en est sorti indemne. Demi Moore est née le 11 novembre 1962 à Roswell, au Nouveau-Mexique, sous le nom de Ditria Jeanjean. Même ses débuts furent marqués par une profonde blessure. L'homme dont elle portait le nom n'était pas son père biologique. Son vrai père, Charles Harmon, avait quitté sa mère après seulement 2 mois de mariage, avant même la naissance de Demi. L'homme qu'elle appelait « papa » était donc en réalité son beau-père Danny Ginn. Elle l'ignorait au début. Lorsqu'elle apprit la vérité, ce fut un choc terrible. Elle se sentit rejetée, comme si elle ne méritait pas sa place dans ce monde. Pour une enfant déjà née dans la confusion, cette vérité s'est ancrée en elle et y est restée. Cette douleur n'était que le début, car la stabilité n'a jamais pu s'installer autour d'elle. Danny n'arrivait pas à garder un emploi. Les dettes ont suivi la famille d'un déménagement à l'autre et leur maison a disparu à maintes reprises. Ils ont déménagé plus de 40 fois pendant l'enfance de Demi. Chaque déménagement signifiait une nouvelle école, un nouveau quartier, un nouveau départ, avant que quoi que ce soit puisse prendre racine. Elle n'a jamais vraiment réussi à se faire des amis. Elle n'a jamais connu la tranquillité. La plupart des enfants ont une chambre qui leur est propre, une rue qui leur est familière, un endroit où ils peuvent enfin respirer. Demi a appris très tôt que les murs changeaient, que les portes se fermaient et que rien ne durait assez longtemps pour qu'on se sente en sécurité. Puis l'enfance a laissé place à quelque chose d'encore plus sombre. À 12 ans, elle a trouvé sa mère Virginia inconsciente après une tentative de suicide. Dans ses mémoires Inside Out, Demi décrit comment, de ses petits doigts, elle a retiré les pilules de la bouche de sa mère, tandis que son père la maintenait ouverte et lui disait quoi faire. Difficile d'imaginer un enfant dans un tel moment. Plus difficile encore d'imaginer l'impact que cela a sur lui par la suite. Cette nuit-là l'a plus qu'effrayé. Elle l'a plongé de force dans un monde où elle n'aurait jamais dû entrer si jeune. Des années plus tard, Demi confia que ce fut le moment où son enfance prit fin. Et on comprend aisément pourquoi. Après cela, l'innocence disparut. Les difficultés de Virginia ne restèrent ni secrètes ni passées inaperçues. Elle luttait contre l'alcoolisme et de graves troubles mentaux, et l'environnement familial devenait de plus en plus dangereux pour Demi. L'un des épisodes les plus traumatisants de l'enfance de Demi survint lorsque sa mère commença à l'emmener dans des bars pour se faire remarquer. Virginia exploitait la jeunesse et la beauté de Demi pour attirer l'attention. Parmi ces hommes, l'un d'eux s'insinua peu à peu dans la vie de Demi. Il l'emmenait déjeuner. Il venait la chercher à l'école. Il se comportait avec elle comme une personne de confiance. Puis un jour, Demi rentra chez elle et le trouva seul dans l'appartement. Il avait une clé car sa mère la lui avait donnée. Il la viola. Ensuite, il a dit quelque chose de si cruel qu'elle l'a marqué à jamais. Il lui a demandé ce que ça faisait d'être harcelé par sa mère pour 500 $. En une seule phrase, il a révélé la trahison qui se cachait derrière la violence. L'agression était déjà dévastatrice en soi. Mais cette phrase a encore aggravé la blessure car elle lui signifiait qu'elle n'avait pas seulement été blessée, mais livrée à lui. À ce moment-là, le sol se dérobait sous ses pieds et bientôt, même la figure paternelle qu'elle avait connue a disparu. En 1980, Danny Ginn se suicida par intoxication au monoxyde de carbone après son second divorce avec Virginia. Demi était encore adolescente. Malgré son instabilité passée, il était l'homme qui l'avait élevée et maintenant il n'était plus là. Plus tard, apprendre qu'il n'était pas son père biologique a accentué sa douleur. Pourtant, Demi ne parlait pas de lui uniquement avec amertume. Des années plus tard, elle confiait qu'il souffrait énormément et qu'elle l'acceptait et l'aimait tel qu'il était, quoi qu'il ait à faire.
C'est une forme de grâce bouleversante, surtout venant de quelqu'un qui avait déjà porté un fardeau insupportable. Après tout cela, quitter le foyer n'était plus une décision radicale, mais la seule voie possible. Le lendemain de son 16e anniversaire, Demi est partie définitivement. Elle a aussi abandonné le lycée. Aucune porte de sortie ne l'attendait. Aucun filet de sécurité, aucun adulte pour la rattraper. Elle avait déjà survécu à un viol, aux tentatives de suicide de sa mère, au chaos incessant qui régnait à la maison et à la perte de celui qu'elle appelait son père. À 16 ans, la plupart des jeunes se préoccupent encore des examens du couvre-feu et de la suite de leur scolarité. Demi, elle essayait de survivre. Elle essayait de garder la tête froide. Elle essayait de se reconstruire une vie à partir de ce chaos. À cette époque, elle emménagea chez Freddie Moore, un guitariste de 12 ans son aîné. Avant même leur mariage, elle avait déjà commencé à utiliser son nom de famille. C'est ainsi que Demi Jean devint peu à peu Demi Moore. Le nom que le monde connaîtrait un jour n'était pas celui qu'elle portait à la naissance. C'était un nom qu'elle avait adopté tout en essayant de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, de moins brisé, quelqu'un qui pourrait évoluer dans le monde sans que son passé ne la retienne si lourdement. Étrangement, ce nom d'emprunt lui resta. Bam vint plus tard, mais le nom de famille demeura, et bientôt, elle eut l'impression qu'il lui avait toujours appartenu. Ils se sont mariés le 8 février 1980, alors que Demi n'avait que 17 ans. Leur mariage était bien plus complexe qu'il n'y paraissait. Elle et Freddie ont collaboré musicalement, et leur collaboration était si réelle qu'elle perçoit encore aujourd'hui des droits d'auteur. Pourtant, la réalité émotionnelle sous-jacente à leur union était bien plus difficile. Dans son autobiographie, Demi a confié que la veille de son mariage, elle avait appelé un homme rencontré sur un tournage. Elle était en deuil de son beau-père, cherchait à fuir sa douleur et prenait des décisions sous l'emprise de cette souffrance. Ce mariage n'était pas une simple histoire d'amour de jeunesse. C'était aussi une tentative désespérée de se reconstruire. Puis, un petit événement a bouleversé sa vie. En 1979, alors qu'elle vivait dans un immeuble à Hollywood et cherchait encore sa voie. Demi avait une voisine du même nom, Nastasia Kinski. Kinski était jeune belle et évoluait déjà dans le monde avec une assurance que Demi n'avait jamais vue de près. Ce qui la frappa, ce n'était pas seulement la célébrité, mais aussi la certitude. Kinski se comportait comme quelqu'un qui croyait en son importance. Cette image s'est ancrée dans l'esprit de Demi et y est restée. Elle a allumé une étincelle. Rapidement, elle s'est inscrite à des cours de théâtre, a commencé le mannequinat pour payer ses factures et a entrepris de se construire une nouvelle image pièce par pièce. Cette soif de réussite l'a poussée très tôt à prendre des risques. À 16 ans, elle a menti sur son âge et a prétendu en avoir 18 pour décrocher une séance photo pour la couverture du magazine Oui, une publication osée appartenant à la même société que Playboy. Elle a obtenu le contrat, les photos ont été publiées et sur le moment, tout a fonctionné. Pourtant, les choix faits dans un moment de vulnérabilité ont la fâcheuse tendance à ressurgir des années plus tard. Une fois devenues célèbres, ces images ont refait surface et l'ont poursuivie. Elle lui rappelait sans cesse sa jeunesse, son exposition et son manque de protection. L'industrie cinématographique offrait des opportunités à une jeune fille qui tentait de se faire une place. Ses premiers rôles étaient loin de la gloire. Elle fit ses débuts en 1981 dans le drame Choices, puis enchaîna avec Parasite en 1982, un film d'horreur 3D à petit budget, plus destiné au cinéparc qu'aux salles prestigieuses. Personne, en voyant ses premiers rôles, n'aurait pu prédire la carrière qui l'attendait. Pourtant, ces années furent importantes. Elles lui firent prendre conscience du chemin qu'il lui restait à parcourir et forgèrent en elle une force de caractère indomptable. En 1982, elle décrocha un rôle dans General Hospital, ce qui lui permit de s'imposer quotidiennement dans des millions de foyers américains. Mais en coulisses, un autre combat se préparait. Elle consommait de la cocaïne en grande quantité à cette époque prise dans l'engrenage de la culture hollywoodienne effrénée qui peut un temps banaliser la destruction. Ce rôle lui offrit une certaine visibilité, mais la plongea aussi dans un monde où l'excès la guettait sans cesse. Dans ses mémoires, elle admit plus tard que sa dépendance était si grave qu'elle menaçait tout avant même que sa carrière ne décolle véritablement.
Le chaos émotionnel de cette époque a également débordé sur sa vie personnelle. Rob Lowe a plus tard évoqué leur romance dans ses mémoires, la décrivant comme une aventure passionnée entre deux jeunes stars. La réaction de Demi des années plus tard fut bien plus triste que glamour. Dans Vice Versa, elle confiait que la mémoire brouillée par la drogue était une chose étrange et qu'elle ne se souvenait que vaguement d'une nuit blanche malencontreuse passée ensemble. Cette simple phrase en dit long sur son état d'esprit à ce moment-là. La vie défilait à toute allure autour d'elle, mais certains aspects étaient déjà flous. Plus tard, elle a fréquenté Alio Estes, s'est fiancée avec lui et a finalement épousé Bruce Willis en 1987. Même Rob Lowe fut invité au mariage. Hollywood paraissait souvent idyllique de l'extérieur, mais derrière cette façade, Demi cachait un passé douloureux et complexe. Puis vint le film qui changea tout. Lors du tournage de Ghost en 1990, rares étaient ceux qui croyaient à son succès. L'histoire paraissait étrange sur le papier. Une histoire d'amour avec un héros décédé ne semblait pas être un pari sûr. Patrick Seas était surtout connu comme acteur de films d'action, et même Bruce Willis, le mari de Demi à l'époque, aurait refusé le rôle principal ne croyant pas au succès du projet. Puis le film est sorti et a dissipé tous les doutes. Il a rapporté plus de 500 millions de dollars dans le monde et est devenu le plus gros succès de l'année. La scène du tour de potier est entrée dans la culture populaire presque instantanément. Et Demi n'était plus seulement une actrice connue. Elle était une star incontournable. Le succès ne s'est pas ralenti par la suite. Après Ghost, elle enchaîne avec Des hommes d'honneur en 1992, puis Proposition décente en 1993 et Harcèlement en 1994. Chaque film est un succès commercial. À chaque fois, elle partage l'affiche avec les plus grandes stars masculines d'Hollywood, Tom Cruise, Jack Nicholson, Robert Redford et Michael Douglas. Sa valeur augmente à chaque projet. Son salaire passe de 3 millions de dollars pour Des hommes d'honneur à 6 millions pour Harcèlement en seulement 2 ans. Elle évolue au même rythme que les hommes au sommet de l'industrie et cela ne passe pas inaperçu. Puis en 1995, Hollywood est stupéfait. Demi Moore est payée 12 millions de dollars pour des stripteases. À l'époque, ce montant paraissait presque irréel pour une actrice. Les acteurs masculins gagnaient depuis longtemps des sommes astronomiques. Pourtant, lorsqu'une femme a franchi cette limite, la réaction a été vive. Demi n'a pas reculé. Elle a défendu publiquement son salaire, affirmant que c'était important car il ne s'agissait pas seulement d'elle, mais de changer la donne pour les femmes. Ironie du sort, le film Striptease n'a pas rencontré le succès escompté au box-office. Bien que le salaire en lui-même soit entré dans l'histoire, le contre-coup n'a pas tardé. Dès que Demi a commencé à exiger un salaire et un contrôle comparables à ceux que les acteurs masculins considéraient comme normaux depuis des années, l'industrie a commencé à la qualifier de difficile et de diva. Cette étiquette n'est pas apparue par hasard. Elle lui est apparue au moment même où elle a commencé à réclamer ce que les hommes obtenaient depuis longtemps sans être inquiétés. Elle a déclaré plus tard avoir ressenti une profonde honte après la révélation du salaire de la stripteaseuse. Le message d'Hollywood était « on ne peut plus clair ». Une femme pouvait réussir, mais dès qu'elle laissait transparaître une trop grande confiance en elle, l'atmosphère changeait. Malgré cela, Demi continuait de faire des choix audacieux. Pour le film « À armes égales », en 1997, elle se rasa complètement la tête. C'était une image saisissante à l'époque, et cela reste l'une des transformations physiques les plus marquantes de sa carrière. Les studios craignaient, semble-t-il, que cela nuise au film. Pourtant, elle souhaitait que le rôle soit authentique et s'y est investie pleinement. Des années plus tard, elle admit qu'elle hésiterait à réitérer une telle chose, n'ayant plus rien à prouver. Pourtant, l'image resta si marquante que des décennies plus tard, elle fut détournée en plaisanterie lors des Oscars 2022, provoquant l'échange entre Chris Rock et Will Smith qui fit instantanément le tour du monde. Mais bien avant cela, Demi avait déjà influencé la culture populaire d'une toute autre manière. En 1991, Vanity Fair publia la désormais célèbre photographie d'elle nue et enceinte, prise par Annie Leibovitz. Le plus frappant est que cette image n'était pas initialement destinée à la couverture. Elle avait été prise comme souvenir personnel pour Demi et Bruce Willis. Puis Tina Brown, rédactrice en chef de Vanity Fair, la vit et en comprit immédiatement la portée.
Elle décida de la mettre en couverture. Demi accepta. Ce qui avait commencé comme une photo privée devint l'une des couvertures de magazines les plus commentées de l'époque. Un an plus tard, Demi retourna à Vanity Fair pour une autre séance photo avec Annie Leibovitz. Et une fois de plus, elle bouscula les idées reçues sur la représentation du corps féminin en public. Cette fois, un costume d'homme était peint directement sur son corps nu. Elle semblait à la fois habillée et déshabillée. L'image était à la fois ludique, délibérée et provocatrice. Elle prouva aux critiques que la première couverture n'était pas un coup de chance et montra que Demi savait parfaitement ce qu'elle faisait. Ses choix eurent un prix à Hollywood. En coulisses, certains la jugeaient trop controversée pour des rôles grand public. Les studios s'inquiétèrent. Même ses propres partenaires pouvaient être mal à l'aise face à sa visibilité en tant que femme enceinte. Demi confia plus tard que Tom Cruise avait été gêné par l'exposition publique de sa grossesse, ce qu'elle avait du mal à comprendre. Cette réaction a révélé à quel point l'industrie exigeait des femmes qu'elles dissimulent certaines vérités sur leur corps et leur vie. Demi a refusé de se plier à cette exigence et ce refus a mis mal à l'aise. Le premier mariage de Demi Moore a eu lieu bien avant qu'elle ne devienne une icône hollywoodienne et son époux n'était pas du tout une star de cinéma. Il s'agissait de Freddie Moore, un musicien qui était également le manager de son groupe. Elle était encore adolescente lorsqu'elle est tombée amoureuse de lui, et cette relation l'a entraînée dans une vie déjà trop instable. Hollywood était excitant, mais aussi décontracté, chaotique et plein de tentations. Elle ne bénéficiait d'aucun soutien familial solide pour la stabiliser et le mariage lui-même ne lui a jamais procuré une véritable sécurité. Durant cette période, la toxicomanie a fait son apparition dans sa vie, et dès lors, tout a basculé. En 1985, le mariage était terminé et Demi jeune, blessée et dépendante, se retrouvait à peine sortie de l'adolescence. Un nouveau chapitre s'ouvrit en 1987 lorsqu'elle épousa Bruce Willis. Cette fois, le monde entier avait les yeux rivés sur elle. Ensemble, ils devinrent le couple modèle de la célébrité réussie. Ils eurent 3 filles, Rumor Scout et Tula. De la fin des années 1980 aux années 1990, ils semblaient incarner tout ce que l'on imagine d'une vie hollywoodienne parfaite. Bruce avait connu le succès avec Piège de cristal, Demi avec Ghost et À armes égales. Leurs noms étaient partout. Leur famille s'agrandissait et leur image paraissait presque intouchable. Pourtant, une image lisse peut cacher bien des choses, et cette image en dissimulait bien plus que quiconque ne le soupçonnait. Le mariage était en proie à de profondes tensions et en 2000, il prit fin. Ce qui rendait le divorce d'autant plus frappant, c'était le calme apparent qui régnait de l'extérieur. Ils continuaient à s'afficher ensemble, à élever leurs filles sans dispute publique et même à partir en vacances en famille. On admirait leur façon de gérer la situation et on les prenait pour exemple, prouvant qu'une séparation pouvait se faire avec élégance. Cette image a perduré pendant des années. Pourtant, la réalité était bien plus lourde. Dans ses mémoires Inside Out, Demi a expliqué plus tard que le divorce avait été bien plus douloureux que quiconque ne l'avait imaginé. Préserver la paix pour le bien des enfants exigeait une maîtrise émotionnelle quotidienne, et cette maîtrise a un prix. Elle a porté sa douleur en silence, l'a enfouie profondément, et a continué d'avancer bien avant d'avoir vraiment assimilé l'impact de la fin de ce mariage sur sa vie. Puis en 2005, Ashton Kutcher est arrivé, et une fois de plus, l'attention a été immédiate. L'écart d'âge à lui seul a alimenté les rumeurs, mais la véritable histoire est restée longtemps secrète. Demi est tombée enceinte à 42 ans et lorsqu'elle a perdu le bébé, elle était enceinte de 6 mois. Ce détail est important car 6 mois signifie que la grossesse était déjà bien réelle. Il ne s'agissait pas d'un espoir fugace. C'était un enfant qu'ils avaient préparé, imaginé et pour lequel ils avaient fait une place émotionnelle. La perte a été un choc terrible et Demi a révélé plus tard qu'elle s'en était sentie coupable. Elle pensait que sa consommation d'alcool et de tabac en était la cause, et cette conviction la rongeait de culpabilité. Ashton, de son propre aveu par la suite, n'avait pas pleinement saisi la profondeur de son chagrin, la laissant porter ce fardeau dans la solitude. Cette douleur a ouvert la porte à l'un des aspects les plus destructeurs du mariage.
Plus tard, Demi a écrit qu'Ashton lui avait proposé un mariage libre et qu'elle avait accepté même si ce n'était pas ce qu'elle désirait. Elle l'a fait pour rester désirable à ses yeux. Elle voulait paraître décontractée, moderne et amusante. En réalité, elle ressentait de la honte. Elle a décrit ce sentiment l'envahir. Et ce mot est lourd de sens, car il suggère quelque chose de constant et d'impossible à contenir. Même après avoir fait des concessions, son mariage s'est effondré. Ashton l'a trompé malgré tout, non pas une mais 2 fois. Le premier scandale public a éclaté lors de l'enterrement de vie de garçon de Danny Masterson à San Diego, lorsque Sarah Leal, 23 ans, a révélé leur liaison. Quand Demi l'a confronté, sa réponse n'a fait qu'aggraver la situation. Il a prétendu que les limites de leur sexualité étaient déjà tellement floues que la frontière était devenue ténue. Pour Demi, cette explication n'a rien atténué. Elle a rendu la trahison encore plus cruelle. Lorsque le scandale d'infidélité a éclaté en 2011, le mariage a pris fin, mais le plus grand effondrement s'est produit à l'intérieur de Demi elle-même. Ses proches ont déclaré que la rupture était devenue un cauchemar dont elle ne pouvait s'échapper. Elle avait déjà rompu 20 ans de sobriété pour correspondre à l'image qu'elle pensait qu'Ashton souhaitait d'elle-même. Elle buvait du vin, enchaînait les shots de tequila et tentait de devenir cette femme détendue et insouciante qui, selon elle, consoliderait leur mariage. Une fois l'infidélité révélée au grand jour, tous ses efforts se sont effondrés. Elle a cessé de manger et de dormir. Son corps s'est affaibli, son esprit a sombré. Des amis qui l'ont vue pendant cette période ont déclaré qu'elle ne ressemblait plus à la femme forte et maîtresse d'elle-même que le public connaissait depuis des années. Cette spirale a pris une tournure terrifiante en janvier 2012. Les ambulanciers ont été appelés au domicile de Demi Moore après qu'elle ait eu une crise d'épilepsie lors d'une fête et les détails étaient profondément troublants. Elle avait fumé du cannabis synthétique et inhalé du protoxyde d'azote, puis elle s'est effondrée à moitié consciente sur le sol. Sa fille Rumor était présente et a assisté à la scène. Un tel moment aurait été traumatisant pour n'importe quelle famille. Pour une fille voyant sa mère dans cet état, cela a dû être comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Demi a admis plus tard que si elle avait été lucide, elle n'aurait jamais consommé de drogue devant son enfant. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, elle avait perdu toute lucidité. Elle avait tellement perdu le contrôle que son poids était tombé à seulement 46 kg. Après cela, elle entra en cure de désintoxication et disparut complètement de la vie publique au point que son silence devint partie intégrante de son histoire. Aucune grande interview ne vint expliquer la suite. Aucun plan de retour soigneusement élaboré. Elle s'évapora tout simplement. Aucun film important ne suivit aucun tapis rouge, aucune campagne visible pour reconquérir sa place. Le temps passa, et dans le milieu beaucoup pensaient à voix basse que sa carrière était terminée. C'est ce qui rendit cette période particulièrement brutale. Cette femme avait été l'actrice la mieux payée au monde, empochant 12 millions de dollars pour un seul film. Désormais, elle était tombée si bas que même les rencontres étaient devenues difficiles. Cette même industrie qui avait fait d'elle un symbole du star system des années 1990 semblait prête à l'abandonner. Le coup fut encore plus dur pour elle lorsque ses filles cessèrent de lui parler. Après sa crise d'épilepsie et tout ce qui s'en était suivi, elles lui mirent face à un choix dicté autant par la peur que par la frustration. Elle avait besoin d'aide, sinon elle les perdrait aussi. La réponse ne vint pas assez vite et la distance se creusa. Tallulah révéla plus tard qu'elle était restée près de 3 ans sans parler à sa mère. Pendant cette période, la fête des mères était devenue particulièrement douloureuse car elle lui rappelait tout ce qui s'était brisé. Elle se sentait oubliée. Elle pensait que sa propre mère ne l'aimait plus. Pour Demi, cette rupture était plus douloureuse que n'importe quel gros titre car c'étaient les personnes qui l'avaient toujours soutenue et qui désormais avaient pris leur distance. Rétrospectivement, Demi décrit cette période comme le fond du gouffre. Et l'expression est juste car presque tous les aspects importants de sa vie s'étaient effondrés simultanément. Son mariage avait volé en éclats. Elle avait perdu sa sobriété. Son corps était devenu terriblement fragile. Sa carrière était au point mort. Ses relations avec ses 3 filles étaient détériorées. Se relever de cette situation prit des années et le chemin fut semé d'embûches. Cela impliqua des thérapies de l'isolement et une introspection profonde qui n'apporte aucun soulagement immédiat.
Dans des interviews, elle confiait que sous la gloire et le succès, elle avait toujours nourri un profond sentiment d'indignité. La chute qui a suivi sa rupture avec Kutcher n'a pas fait naître ce sentiment, mais a révélé à quel point il la rongeait depuis longtemps. Le plus dur n'a pas été de retrouver la sobriété, mais d'apprendre à s'apprécier indépendamment du choix de l'admiration ou du besoin d'autrui. Même après cela, Hollywood ne s'est pas empressé de la réaccueillir à bras ouverts. Son retour fut discret et presque imperceptible. On ne lui a pas offert de grands rôles, ni célébré comme une légende, ni célébré comme celle qui avait retrouvé sa place. Au lieu de cela, elle a enchaîné les petits rôles dans des films éphémères, passés presque inaperçus. L'industrie s'était déjà tournée vers des visages plus jeunes et des noms plus frais, et nombre de décideurs semblaient la considérer comme un vestige d'une autre époque. À Hollywood, la popularité est éphémère et une fois que l'on vous juge démodé, le silence peut devenir une condamnation en soi. Demi était toujours connu, son nom l'était aussi. Mais cela ne signifiait pas pour autant qu'on lui offrait de véritables opportunités. Ce qui rendait cette période encore plus douloureuse, c'était l'insulte vieille de plusieurs décennies qui la hantait encore. Au sommet de sa gloire, alors qu'elle tournait des films comme Ghost, Proposition indécente et À armes égales, un producteur influent lui a dit sans ambages qu'elle ne serait jamais plus qu'une actrice de divertissement. Cette phrase méprisante à l'extrême la réduisait à une simple machine à remplir les salles sans jamais être prise au sérieux. Demi a confié plus tard que ces mots l'avaient marqué pendant plus de 30 ans, érodant lentement son estime de soi. C'est ce qui rendait sa confession ultérieure si poignante. Elle ne décrivait pas un moment désagréable qu'elle avait oublié, mais une phrase qui s'était incrustée en elle et qui avait continué à la ronger de l'intérieur pendant des décennies, au début des années 2020. Son nom ne figurait plus parmi les favoris des cérémonies de remise de prix, ni sur les listes de casting les plus prestigieuses. Elle commençait à croire que son histoire à Hollywood touchait peut-être à sa fin. C'est alors qu'un scénario est arrivé comme par magie, au moment précis où elle en avait besoin. Il s'agissait du film écrit et réalisé par la cinéaste française Coralie Farjit. L'histoire était centrée sur une actrice hollywoodienne sur le déclin qui s'injectait une drogue pour créer une version plus jeune et soi-disant meilleure d'elle-même. Pour Demi, le rôle n'était pas seulement pertinent, il lui rappelait douloureusement une histoire familière. Le film a touché aux angoisses les plus profondes liées à l'âge, la beauté, la valeur et la visibilité. Autant de pressions qui avaient tant marqué sa vie publique. Lors de sa première au Festival Cannes en mai 2024, la réaction a tout changé. Les critiques qui avaient longtemps considéré Demi Moore comme une star du passé se sont mis soudain à écrire sur elle avec urgence et respect. Sa performance a été qualifiée d'audacieuse, viscérale, intrépide et pour beaucoup de meilleure de sa carrière. Le film a remporté le prix du meilleur scénario au Festival Cannes, conférant au projet un prestige incontestable. Dès lors, le discours autour d'elle a évolué. On a commencé à parler de son grand retour. Ceux qui l'avaient ignorée pendant des années se sont remis à s'intéresser à elle. Kay n'a pas seulement encensé un film, cela a rouvert une porte qui lui était restée fermée depuis longtemps. Puis est venu l'événement qui a donné une dimension nouvelle à ce retour, le 5 janvier 2025. Lors de la 82e cérémonie des Golden Globes, Demi Moore a remporté le prix de la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale pour The Substance. Elle avait 62 ans. Elle travaillait à Hollywood depuis 1982. Après plus de 40 ans de carrière, c'était son premier prix d'interprétation majeur. Lorsqu'elle est montée sur scène, l'émotion sur son visage semblait authentique. On y lisait un mélange de choc de soulagement et de souffrance accumulée pendant des années. Elle a pleuré. Elle a évoqué le producteur qui l'avait qualifiée d'actrice de second plan. Elle a admis l'avoir cru. Puis elle a prononcé des mots qui ont fait ressentir à toute la salle le poids de son parcours. Elle a déclaré qu'elle exerçait ce métier depuis plus de 45 ans et que c'était la première fois qu'elle remportait un prix en tant qu'actrice. Ce discours était important car il a transformé une blessure intime en vérité publique. Debout là, elle n'a pas cherché à se cacher derrière une gratitude de façade ou des plaisanteries faciles. Elle a parlé avec franchise de la façon dont cette vieille insulte avait façonné son image d'elle-même.
Elle a décrit comment elle l'avait rongé et comment ce seul mot avait plus de force qu'une longue explication. Il a révélé à tous que le mal avait été lent, profond et constant. Pendant des années, le monde n'avait vu que le glamour, les salaires mirobolants, les couvertures de magazines, la célébrité et l'image de maîtrise. Son discours a permis à chacun de voir la blessure cachée derrière tout cela. Elle a également révélé autre chose qui a rendu ce moment encore plus poignant. Avant que cette substance n'entre dans sa vie, elle avait commencé à croire en secret que c'était peut-être la fin pour elle. Il n'y avait pas eu d'adieu public et théâtraux. Elle avait simplement commencé à accepter en silence que son heure était peut-être venue. Dans ce contexte, le film avait quelque chose d'étrange. Elle l'a décrit comme complètement dingue, mais aussi comme porteur de sens. C'était comme si ce rôle l'avait trouvé au moment précis où elle avait besoin qu'on lui rappelle qu'il y avait encore temps à venir. Vers la fin de son discours, elle a partagé une phrase qui a marqué les esprits longtemps après la fin de la cérémonie. Elle a raconté qu'une femme lui avait dit un jour qu'elle ne serait jamais à la hauteur, mais qu'elle pourrait connaître sa valeur une fois qu'elle aurait cessé de se comparer aux autres. Ce qui a rendu ce moment si poignant, c'est le calme avec lequel elle l'a prononcé. Il n'y avait aucune mise en scène. Elle ne cherchait pas à paraître profonde. Elle parlait avec son vécu. Cette idée portait en elle une libération qu'elle avait cherchée pendant des années. Le « assez » est une notion fluctuante. La valeur, elle est quelque chose de plus profond et de plus stable. En exprimant cette vérité à voix haute, elle a offert au public une perspective différente sur sa carrière et sa souffrance. En quelques heures, le discours était partout. Des extraits ont été partagés en ligne, des articles ont été écrits à son sujet, et les réactions ont été d'une intensité rarement observée lors des discours de remise de prix. La raison de cette diffusion fulgurante était simple. Cela ne sonnait pas artificiel. Elle n'a pas rempli l'instant de remerciement vide de sens ni de formules toutes faites. Elle a parlé avec la force brute de quelqu'un qui enfin disait ce qui avait été trop longtemps enfoui. En quelques minutes seulement, elle a transformé la perception que l'on avait de sa carrière. L'image de Demi Moore comme simple star commerciale a soudainement paru incomplète. Une autre histoire se dressait désormais à côté de la première. Une histoire de survie, de rejet, d'endurance et d'une forme de reconnaissance qui arriva bien trop tard. Puis, alors que ce nouveau chapitre commençait à s'installer, elle fit son apparition à Milan et stupéfia de nouveau tout le monde. Le 26 février 2026. Demi Moore a assisté au défilé automne-hiver 2026 de Gucci au Palazzo del Sentiglio. Pendant un instant, beaucoup eurent du mal à la reconnaître. La raison était évidente, ses longs cheveux noirs, qui faisaient une partie intégrante de son image publique depuis l'époque où elle était sous les feux des projecteurs, avaient disparu. À leur place, un carré court lisse et net à l'effet mouillé transformait complètement les traits de son visage. Le coiffeur des stars Demetrius Giannetos était tellement ravi de la coupe qu'il lui a donné un nom amusant sur Internet, le Demetrice Bob. Le style était audacieux, strict et parfaitement maîtrisé. Elle n'était pas en reste. Son apparition était une véritable déclaration de style. Sa tenue reflétait cette même attitude. Son styliste de longue date, Brad Gizzi, l'avait habillé d'un ensemble en cuir noir composé d'une veste cintrée d'un pantalon slim d'escarpins à talons aiguilles, de lunettes de soleil noires oversize et d'un sac à main noir. Chaque pièce était issue de la nouvelle vision de Demag Vassalia pour Gucci, et l'effet était parfaitement maîtrisé de la tête aux pieds. Avant même le défilé, la tenue circulait déjà sur Internet, amplifiant ainsi les réactions.